Du coup, merci Sophie déjà d'être venue, là juste après le discours d'Olivier. Du coup, Sophie, toi tu es adjointe à la mairie de Marseille, à l'état civil notamment, où tu as pu mettre en place des facilités d'état civil pour la communauté LGBTQI+. Tu es aussi désormais depuis juin la présidente d'Homosexualité et Socialisme, la première femme présidente d'Homosexualité et Socialisme, donc félicitations, merci. La question c'est comment toi finalement, ça c'est la présentation un peu officielle, comment toi tu te présenterais finalement en tant que militante, en tant que politique, en tant qu'associative? Qui est Sophie Roch? Alors j'ai un parcours, on va dire, assez traditionnel pour une militante socialiste et en même temps pas du tout. Et ça représente bien d'ailleurs ce qu'est HES, où on est un peu entre le lien entre à la fois les socialistes et à la fois les personnes LGBT, ou en tout cas les militants LGBT. Donc j'ai un parcours de militante socialiste où j'ai adhéré au MJS, jeune, j'ai été animatrice fédérale dans cette belle fédération des Bouches-du-Rhône. J'ai adhéré aussi au Parti socialiste dans la foulée. Voilà. Après, je m'en suis un peu détournée. Je suis restée adhérente quelques années, puis notamment après le mariage pour tous, en 2013-2014, j'ai un peu pris mes distances avec ce parti, puis parce que j'avais aussi envie de faire autre chose. Bien sûr. On en parlait hier sur notre atelier, mais ce lien entre les associations, les partis politiques, c'est pas des vases clos. Parfois on est militant associatif, puis politique, et puis il y a comme ça des parcours de vie qui nous mènent de l'un à l'autre selon les moments où on en est dans sa vie. Puis il y a ma ville, Marseille aussi, oui. Où il fallait, après 25 ans de Gaudin, qu'on arrive en fait à changer de paradigme politique, et on y est arrivé. Ça a été oui. Pour moi, j'étais jamais aussi éloignée du Parti socialiste avant, et puis je me retrouve en étant élue. C'est comme ça, voilà, c'est les aventures de vie. Et c'est une belle aventure collective. Oui. Avec ce joli succès en effet du printemps marseillais, oui. qui a permis d'enfin faire passer cette ville à gauche, et on avait besoin. On avait besoin, et les chantiers sont importants et beaux, et le défi est très intéressant et très motivant. Du coup, la question, le socialisme, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors le socialisme, pour moi, il est au cœur c'est des valeurs d'abord. Je pense que c'est l'adhésion à des valeurs. Je pense que quel que soit le courant, quel que soit comment on se définit nous, je pense qu'on porte tous et tous les valeurs d'égalité, les valeurs d'émancipation, la croyance en la justice sociale, la liberté aussi. Mais voilà, donc c'est je pense, l'adhésion d'abord à des valeurs. Qui font qu'on est les militants que nous sommes, en fait, quelle que soit après la manière dont on milite au quotidien. En fait. Donc c'est d'abord l'adhésion à des valeurs de fait de la société. Qui nous permettent du coup d'avancer. Paul. Alors, on a vu du coup ton parcours, comment tu définis le socialisme. La question désormais, c'est le moment ludique un des moments ludiques, socialiste ou pas socialiste. On a pris quelques citations, du coup, sur un sujet, sur ce sujet qui tient à cœur, et du coup, on va dire si tu penses que ces citations proviennent d'un socialiste ou pas, et on va essayer de réagir un peu sur chacune. Donc, elles vont s'afficher là. Tout. Oups. Il y a un petit... Ah là là. Pardon. Et donc la première, qui était « Je n'aime pas les querelles de race et je me tiens à l'idéal de la Révolution française, c'est qu'au fond il n'y a qu'une seule race, l'humanité. » Je pense que c'est un socialiste bien connu. En effet, nous avons Monsieur Jean Jaurès lui-même, et c'est vrai que toi du coup, qu'est-ce que ça t'évoque, cette citation de Jaurès? Est-ce qu'elle te parle, et qu'est-ce que... Évidemment qu'elle me parle, comme je pense qu'elle parle à tous les socialistes, et qu'elle est par ailleurs toujours d'actualité.
l'humanité, mais l'humanité en fait c'est à la fois universel et c'est à la fois riche, c'est à la fois les différences. Je pense qu'on va l'évoquer, hein, mais je suis aussi militante LGBT, donc l'humanité et le socialisme sont liés en fait, puisqu'on reparle de l'émancipation et nos pères fondateurs, que ce soit Jaurès ou Blum, ont porté. En effet, ce combat pour l'émancipation de chaque individu qui est au cœur en fait, du combat aussi des socialistes. Toujours. Partons sur la deuxième citation. Il y a un bug. Une des erreurs. Alors, on parle là de la manif pour tous. Pour resituer. Pour resituer la situation, on est post-manif pour tous et la personne qui parle de la manif pour tous. D'accord. Une des erreurs fondamentales de ce quinquennat a été d'ignorer une partie du pays qui a de bonnes raisons de vivre dans le ressentiment et les passions tristes. C'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous. On a humilié cette France-là. Il ne faut jamais humilier, il faut parler, il faut partager des désaccords. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être actuellement de très haute responsabilité. Très très potentiellement, en effet. C'est en effet pas socialiste. Ce n'est pas socialiste, c'est en effet le président Emmanuel Macron pendant sa première campagne présidentielle qui, en gros, fait du pied à la manif pour tous, hein, on va être tout à fait honnête là-dessus. Et donc c'est vrai que toi, du coup, tu l'as quand même vécu un peu à ce moment-là en tant que militante, ce combat. Ça illustre bien qu'en fait c'est un combat qui nécessite une vigilance en fait de tous les instants, parce qu'on se rend compte que nos droits ils sont jamais acquis et les propos d'Emmanuel Macron qui par ailleurs a fait la loi sur la PMA hein, qui est une loi un peu limitée et un peu au rabais mais en tout cas qui a été faite en fait ça nécessite toujours d'être vigilant à la conquête des droits. Et on le voit sur l'IVG, on le voit sur le droit des minorités hein, d'une manière globale. On voit de tels propos, attention, les droits des personnes et les droits les droits fondamentaux sont jamais acquis. Voilà. C'est vrai qu'on le voit dans des pays voisins du nôtre en ce moment où... Oui, on le voit en Italie, on le voit en Europe, on le voit en Hongrie, en Pologne. Voilà, et dans certains États, aux États-Unis aussi, enfin on peut élargir, hein, mais voilà, les droits fondamentaux ne sont jamais acquis et demandent à ce qu'on s'y attache et on s'y attelle en fait dans notre militantisme quotidien et dans la manière dont on pense aussi et dont on fait la politique. Et du coup, dernière citation, on reste sur le sujet similaire, mais sur un autre ton. Et je pense que ça va très bien rebondir sur cette notion de droits fondamentaux dont tu parlais. Donc nous disons que oui, le mariage ouvert aux couples de même sexe illustre bien la devise de la République, la liberté de se choisir, la liberté de décider de vivre ensemble. Nous proclamons par ce texte l'égalité de tous les couples, l'égalité de toutes les familles, et nous disons aussi qu'il y a dans cet acte une démarche de fraternité, parce qu'aucune différence ne peut servir de prétexte à des discriminations d'État. C'est pas une socialiste, mais c'est quand même quelqu'un qui est parti plutôt proche. En tout cas, il était ministre dans un gouvernement où il y avait des socialistes. C'est le discours de Christiane Taubira, un extrait du discours de Christiane Taubira à l'Assemblée pendant les débats sur l'ouverture du mariage aux personnes. Très. Ça fait toujours du bien de le réentendre. Oui. Et c'est vrai que finalement, quand on te dit finalement cette ouverture du mariage aux personnes de même sexe, au couple de même sexe, le fait que Christiane Taubira dit finalement la République elle est là. Le fait de dire liberté, égalité, fraternité, ça implique de devoir faire ça. Et c'est vrai que du coup, si on devait projeter un peu plus loin même, pour toi quels sont peut-être un peu aussi les prochains pas, ce genre de choses, est-ce que ça te fait réagir peut-être sur des choses de ce type-là? Alors, je pense que peut-être, j'en sais rien, mais dans la société, d'une manière générale, certains et certaines se sont dit, avec le mariage pour tous, ça y est, c'est fini, vous pouvez vous marier.
Et puis c'est l'égalité des droits, tout est ok. En fait, alors c'est vrai que c'était un combat qui a été très rassembleur pour l'ensemble, y compris des militants LGBT, parce que ça concernait tout le monde. Mais les droits, la conquête des droits, elle continue. Moi, je pense aujourd'hui beaucoup aux personnes trans. En fait, je pense que c'est à l'avenir un des combats, et j'espère que la gauche mènera, y compris le Parti socialiste, sur la simplification du changement d'état civil. Oui. On voit d'ailleurs que la gauche au pouvoir en Europe avance, en fait, en Espagne, et là, en Espagne cette année, et l'Allemagne aussi s'est engagée. Voilà, j'espère que le Parti socialiste, la gauche au pouvoir, pourra, dans les années prochaines, porter ce combat pour les personnes trans et sur le simple principe de l'autodétermination, en fait. Voilà, et puis aujourd'hui il y a aussi la question de comment on fait famille, parce que on a le droit de se marier, mais pour faire famille il y a d'autres aussi enjeux, voilà, sur les enjeux de filiation, de gestation pour autrui, de PMA aussi pour tous, parce que la PMA aujourd'hui n'est pas ouverte aux personnes trans. En effet. Et la PMA, y compris dans la loi actuelle, manque d'effectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les moyens en fait, nécessaires. Et aujourd'hui, il y a la loi dans les textes, mais il y a 20 000 dossiers en attente de traitement. Enfin, moi, je fais partie de la génération qui est sacrifiée. Oui. Donc, clairement, j'ai 40 ans. Le gouvernement, pour le coup, Hollande, c'était au début dans le projet, en fait, il devait avoir le mariage et la PMA. Ça a été retiré du projet de loi. Et puis, moi y compris, j'ai pensé à un moment que ça allait venir assez rapidement, et puis au final, il s'est encore passé 10 ans. Oui. Tous les combats de société sont parfois longs. Il faut que ça infuse dans la société d'une manière globale. Mitterrand, je crois, disait, juste avant de gagner en 81, disait on est minoritaire politiquement, mais on est majoritaire culturellement. Et il y a cette idée de pouvoir infuser des idées dans la société, et y compris, je trouve que dans le militantisme LGBT, voilà, on est aussi sur des réalités de vie, des réalités sociales, qu'après on va essayer de retranscrire avec les politiques, essayer de retranscrire dans la loi, y compris du coup la gauche quand on arrive au pouvoir, parce que je pense qu'il n'y a que fondamentalement la gauche qui est capable de porter ces combats-là et de les faire aboutir, en effet. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, la question. Maintenant, la question clé. Quelle est la place des minorités dans le socialisme ? Finalement, qu'est-ce que ça a... Alors, dans le socialisme ou dans le Parti socialiste, on peut répondre aux deux. On peut répondre aux deux, c'est une vraie question. Mais c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, c'est lié, parce que les personnes qui... dans un parti politique, ça reflète aussi, et ça doit refléter aussi ce qu'est la société, la place qu'on donne aux minorités. Hier, sur un atelier, on avait un peu ce débat sur la manière dont on investit, par exemple, des candidats. On est sur quelque chose de très légitime, encore au Parti socialiste, avoir été militant dans sa section, pendant des années, avoir distribué des tracts, secrétaire de section, etc. Et ce qui est très bien, même je suis secrétaire de section, donc je ne suis pas avec ça. Mais... est-ce que c'est la seule manière dont on fonde en fait la légitimité pour être élu ? Et du coup, ça dit aussi de comment on fabrique des élus. Est-ce que notre légitimité, elle est seulement sur de long terme ? Est-ce que le fait d'appartenir, en effet, à une minorité, c'est pas aussi important quand on veut représenter l'ensemble de la société ? Ça demande aussi qu'on soit à l'écoute de ce qu'est la société. La société, elle est diverse, elle est plurielle, et du coup, on a tendance à considérer que, je vais faire un peu peut-être de militantisme intersectionnel. Oui, non, mais il n'y a pas de gros mots dans ce live. Un gros mot. Mais il faut qu'on en fasse davantage en fait, de place aux minorités, quelles qu'elles soient en fait, dans notre parti, parce qu'il y a des sujets qui sont... Évidemment, quand on est concerné, on porte davantage ces combats que quand on ne l'est pas. Tout simplement, que ce soit des combats sur le racisme, sur l'homophobie, ou même dans le travail, salariés,
telle boîte, on connaît le problème de on va porter ce combat plus que quelqu'un qui n'est pas concerné. Et je pense que c'est ce qu'on apprend dans le militantisme LGBT, c'est qui tu es, d'où tu viens et d'où tu parles, et ça c'est important pour fonder une légitimité politique. Et la place des minorités, pour moi aujourd'hui, elle n'est pas encore assez importante, en tout cas dans le socialisme actuel. Oui, on n'a pas encore, y compris finalement, justement on disait juste avant, la gauche est la mieux placée pour faire passer ses combats, mais finalement en interne, elle n'a pas encore réussi forcément à transformer l'essai aussi pour justement représenter ses combats correctement. Parce qu'on est encore sur des fonctionnements qui moi, très concrètement, on fait partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Parti Socialiste pendant quelques années, c'est que ça ne me correspondait plus sur un fonctionnement qui est à la fois très lourd. On rentre dans une section pour savoir quelle motion tu es, qui tu soutiens. Alors, en fait, tu sais pas ça qui t'anime quand tu prends ta carte au Parti Socialiste. Et on a encore du chemin en fait et du travail à faire pour un peu décloisonner les choses en interne. Des fois on se pose la question de la légitimité, de notre place, et moi parfois il y a des moments où je la prends ma place, mais c'est pas forcément le modèle dominant des militants, et du coup il faut savoir, malheureusement finalement il y a un côté où tu dois t'imposer sans forcer, c'est vrai que le printemps marseillais finalement a été un bon exemple à regarder aussi de l'extérieur, cette capacité à agréger des légitimités différentes, c'est ce dont tu parlais. Tout à fait, la légitimité de citoyens qui n'ont pas leur carte dans un parti politique, qui ne font pas de la politique depuis des années, mais voilà, qui forment une majorité aujourd'hui d'élus en capacité de gouverner une ville, en fait. Oui. Merci. La baguette magique. Donc maintenant on voit les difficultés, on voit les problématiques, on voit finalement... tu as une expérience, un historique. À partir de là, tu te dis demain, il y a la baguette magique, il y a Marine la bonne fée qui l'a oublié quelque part, j'ai la baguette magique, je peux changer quelque chose, là tout de suite je fais quoi? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais pour moi c'est... j'aimerais qu'on facilite le changement d'état civil pour les personnes trans, voilà, sur simple demande à la mairie. Les remontées qu'on a des rapports de SOS homophobie annuels font état de cette violence qui augmente envers les personnes trans. On voit qu'il y a des paniques morales qui sont importées des États-Unis, qui du coup influent un peu dans la société, dans des mouvements réactionnaires, aussi parfois malheureusement un peu chez des militantes féministes, etc., sur une espèce de diabolisation en fait, qui est pour moi tout simplement une peur de la différence et de ce qu'on ne connaît pas. Et on a pas mal de travail d'ailleurs nous à HES sur former les socialistes sur les questions de transidentité. Donc si j'avais une baguette magique, ça serait celle-là. Et par ailleurs du coup alors c'est un peu ce qu'est le socialisme, c'est-à-dire qu'on croit à l'émancipation et à l'autodétermination en fait de chacun, le droit de pouvoir déterminer qui on est, avec qui on a des relations intimes et l'identité de genre qu'on veut se donner. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on se retrouve face à des personnes qui ont des vraies détresses morales, qui, on le sait, qui ont malheureusement des taux de suicide qui sont trop élevés par rapport à la reste de la population, et sur lesquels on rajoute des charges mentales que, malheureusement, à travers une administration, à travers des lois qui ne leur correspondent pas. Et après, c'est lié aussi à la question européenne, si on peut dire deux mots, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui relève de l'émancipation de l'individu, on ne peut pas le penser qu'à une échelle nationale. On voit d'ailleurs que ce qui se passe en Italie, on a des actes d'état civil, tout simplement la deuxième maman en fait de l'acte de naissance d'un enfant qui a été conçu par PMA,
On voit ce qui se passe dans les lois anti-trans en Hongrie et dans les zones anti-LGBT, sans LGBT en Pologne. Aujourd'hui, l'émancipation et les droits humains, on doit les penser à une échelle qui est européenne. On ne peut pas dire qu'il y a des contraintes sur un plan économique qui seraient très strictes et dire que sur les droits, non, c'est du Conseil européen de son veto et que ça relève du national en fait. Voilà. Donc l'harmonisation des droits du coup, de chacun et des droits fondamentaux, c'est primordial aussi. Et ça sera à mon avis un des enjeux des prochaines années au niveau européen. C'est vrai que c'est aussi la prochaine élection qui arrive, les européennes, donc je pense qu'il y a un message du coup qui est quand même un peu passé sur on va dire peut-être le programme socialiste. Oui, on le redira. On le redira. Non mais je pense qu'il faut le marteler jusqu'au moment où. Alors, du coup, dessinons le socialisme. Deuxième moment ludique de l'interview. On a déjà eu Jérôme Sadier, on a eu Aurore Laluc et Chloé Ridel qui nous ont dessiné, on va dire, un peu... Chloé, c'est une bonne dessinatrice. Tout le monde nous dit qu'il dessine très mal, donc c'est parfait. C'est ça. Et donc, tu as le canevas, tu as les crayons à côté de toi. En fait, moi, ça me panique, j'ai toujours posté. Non, il n'y a pas de... Il y a zéro panique à avoir, on est entre nous, tout va bien. C'est ça, on peut tout avoir. On accepte. On a déjà eu un triangle, donc... C'est ça. On peut faire le signe égal. Ouais. C'est bien le signe égal. C'est très bien l'égalité. Je peux te faire un drapeau LGBT. Égalité avec un drapeau LGBT. tu surenchéris, toi. Parce qu'en fait, il faut que ça soit simple à dessiner, mais que ça soit quand même porteur. Oui, non mais c'est ça. En gros, dessine ton socialisme un peu. C'est très... Alors... Ça se voit que c'est le signe égal ou... c'est un signe égal. C'est un signe égal. Tant qu'on sait, nous on dira, puis après ça c'est très bien. Nous on réinterprète après. Ça nous rappelle un truc. Ouais. Alors comment je te le mets? C'est un signe égal. Un petit rectangle peut-être. C'est un rectangle. Ah là là. Je veux dire, si je te fais un rectangle en fait... Bon, après on peut déjà le voir déjà là. Oui, non mais c'est un signe égal. Tu veux pas que je mette un mot? Mais tu fais exactement ce que tu veux. Égal. Après, c'est une œuvre d'art collective. C'est ça, tu es vraiment en liberté de artistique. Moi j'ai mis l'explication de texte. C'est le texte à côté. Égalité. Voilà. Du coup c'est plus un dessin, mais... Ça fait partie du dessin, c'est... Au moment c'est clair. On est contemporain de toute façon, c'est ça. Je te la propose derrière, mais c'est parce que c'est pas devant en train de dessiner, c'est pour ça. C'est ça. Ça fait des commentaires et c'est là, faut dessiner. Non mais... Ouais, je reconnais que c'est un peu minimaliste. Hein. Mais c'est clair, le message est clair. Entre le triangle, si on sait pas. Là, au moins, on sait ce que c'est. Donc, c'est ça. Non, il n'y a pas de... C'est ça, on prend tout. Et derrière, c'est vrai que le but, c'est que comme ça, à la fin, on aura vraiment un peu cette fresque de... À travers tous nos intervenants, quel est un peu le visage du socialisme, ces idées qu'on veut porter. Allez, anecdote. Est-ce que tu as une anecdote d'université d'été, des choses comme ça que tu aimerais partager? Alors, je trouve que moi, les universités d'été, ce qui me marque le plus, c'est quand j'y vais pas. En fait, genre, alors pour moi, c'est un peu loin, tu vois, que c'était à La Rochelle ou même à Blois, c'est quand même un peu, depuis Marseille. Compliqué. Mais, alors du coup, parfois, ça me coûte un peu, en termes de charge mentale, il faut se taper les 5 heures de train, etc., pour 2 jours. Et puis en fait, le problème, c'est que quand j'y vais pas, je me dis, mince, il me manque quelque chose, tu vois. C'était comme une rentrée. T'as loupé la rentrée des classes, en fait. Je préparais mon cartable, je sais que ça arrive. Et en fait, j'y suis pas. Et du coup, pour moi, j'ai pas de souvenir d'anecdote, mais je sais que quand j'y vais pas, en fait, il me manque quelque chose, quoi. Et je trouve que les universités d'été, c'est vraiment, pour moi, ça. C'est un moment d'abord où on voit des copains et des copines de toute la France, qu'on va pas forcément voir le reste de l'année.
Et du coup, quand on n'y va pas, on a manqué ce temps d'échange avec les camarades de toute la France, quoi. Donc, c'est un encouragement à ceux qui regardent. Venez aux universités d'été. Même si c'est loin de chez vous. C'est ça. C'est des moments qui sont conviviaux. Il n'y a pas que des moments où on stresse les gens avec des interviews. Tout va bien. Des moments conviviaux. Et du coup, on regarde maintenant, on clôt un peu avec un conseil lecture. Est-ce que tu as en ce moment quelque chose que tu aimerais nous conseiller ou conseiller à ceux qui nous regardent niveau lecture? Alors, puisqu'on est en 2023 et que ça fait 10 ans que la loi pour le mariage pour tous a été votée, je conseillerais le livre qui a été édité par la Fondation Jean Jaurès sur la violence d'une conquête, qui est par entre autres Denis Quinqueton, Flora Bolter et Arnaud et Alessandrin, qui est vraiment un livre intéressant justement sur la conquête des droits. Oui. Alors pour comprendre que c'est pas les droits des minorités et les droits des personnes LGBT, c'est pas des lois qui sortent comme ça du jour au lendemain d'un cabinet ministériel, mais c'est souvent des parcours qui infusent en fait dans la société et qui correspondent à des réalités sociales qui deviennent des projets de loi, et parce que aussi ça a été un événement qui a déclenché en fait aussi des haines et des mouvements de haine réactionnaires qui ont été d'une violence inouïe et sans précédent. Et du coup, revenir un peu sur cette histoire-là, je trouve que c'est intéressant. Montrer ce qu'on disait sur les droits qui ne sont pas acquis et sur des mouvements réactionnaires qui sont toujours en place et qui le sont encore 10 ans plus tard. Et voilà, dans ce livre, et après sur un peu pour moi qui sont des fondamentaux, Monique Wittig, qui revient un petit peu, dont on parle, qui est une lesbienne et qui a écrit notamment La pensée straight, qui a été à l'origine aussi de mouvements comme le MLF, comme le phare, Fonds homosexuel d'action révolutionnaire. Sur un féminisme qui est peut-être, que nous on peut juger un peu radical, mais qui démonte en fait, qui amène à réfléchir à ce que c'est l'hétérosexualité, ce que c'est des normes sociales, le genre dont on parle, ça revient sur et c'est pour moi la pensée straight, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire pour réfléchir sur le genre, l'orientation sexuelle et sur le patriarcat aussi, qui est au cœur en fait, et qui est pour moi la plus ancienne des systèmes de domination. Merci beaucoup pour ces conseils lecture. Continue. Ouais, tu peux continuer, c'était ta question. Et donc, du coup, tant que je redessine pas. Non, ça c'est bon ça. Non mais c'est vrai que du coup cette année il y a eu les 10 ans du mariage pour tous, les 40 ans d'HES aussi. Ouais, tout à fait. Ça a été aussi un gros anniversaire pour l'association. Je sais pas si tu veux peut-être nous parler aussi un peu de ce que fait HES dans ses combats, dans ce qu'elle fait. HES, c'est une association qui a du coup fêté ses 40 ans cette année, qui est une des plus vieilles associations LGBT de France maintenant. Alors qui est un peu un ovni, un peu militant, qui est à la croisée à la fois du socialisme et du militantisme LGBT. On a des autres copains, copines dans les partis de gauche qui sont plus organisés en commission ou en groupe interne. La force d'HES, c'est d'être une association et du coup qui est à la fois affiliée au Parti socialiste, mais de par ses statuts, en fait, elle a un pouvoir de décision seule et peut donc réagir assez rapidement sur dans les sujets d'actualité. Voilà, donc on est une association, nous avons des adhérents du Parti socialiste, mais pas forcément. Donc ils se définissent quand même plutôt de gauche, évidemment. Mais le fait d'être adhérent au Parti socialiste n'est pas une obligation pour adhérer à HES. Et voilà, notre combat, c'est l'égalité des droits, c'est la lutte contre les discriminations, c'est amener les socialistes à réfléchir. On en parlait sur les droits des trans, mais voilà, sur les prochains combats, sur, j'espère, la GPA éthique aussi. Faire bouger les lignes. Essayer de faire bouger les lignes sur les sujets
sur les droits des personnes LGBT qui se sont pas arrêtés avec le mariage pour tous, qui du coup continuent. Voilà, et c'est une belle association que je suis fière de présider depuis quelques semaines. Je me tourne vers... Si tu veux commencer à... Tu le présentes ou... Oui. Ok, très bien. Nous on s'est rencontrés hier, Sophie, à la Fédé TS41 pour une soirée Drag Race. Oui. Ne spoilez pas. On ne dira rien. S'il vous plaît. On ne dira rien. Et c'est drôle parce qu'on a eu un micro-sujet sur nos boucles WhatsApp sur le fait qu'il y avait plus de monde à la Fédé pour du divertissement. Et en fait, on a dit non, c'est quand même un sujet politique. Ouais. La question de la culture queer, de la visibilité LGBTQI dans les médias, etc. Enfin voilà. C'était pas du tout une attaque, c'est plutôt un camarade qui voulait plaisanter et c'est drôle, ça a un peu lancé le sujet. Donc en effet, le combat là-dessus est absolument pas fini. Certes, il y a eu des avancées. Alors moi, je voulais juste rebondir sur un message un peu pas plus optimiste, mais dire en effet, à l'échelle du temps humain, les combats sont longs, comme tu l'as dit, sur la question de GPA, surtout quand on est femme, etc. Et en même temps, moi je trouve ça formidable l'époque dans laquelle on vit, quand je vois l'accélération en fait des droits LGBTQI, même si en effet rien n'est acquis, jamais. Je trouve ça assez incroyable, c'est-à-dire que quand on imagine depuis 80 ce qui s'est passé, qu'on décriminalise l'homosexualité, donc déjà qu'on ait le droit d'être homosexuel depuis 80, il n'y a pas si longtemps en fait, c'est-à-dire que la génération de nos parents, je veux dire, il y a un gap qui est énorme. Donc voilà, moi je voulais quand même juste dire, waouh, qu'est-ce qu'on a de la chance d'être en France, qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir eu des gouvernements de gauche et socialistes qui ont fait avancer les droits. Et je comprends que c'est vrai qu'à l'échelle humaine, c'est super compliqué. Voilà, moi, juste pour rebondir et parler de mon cas personnel, en fait, c'est vrai que cette question des droits homosexuels, elle touche à tellement de choses, à la famille. Il n'y a pas juste la question du couple et la question de s'aimer. Dans mes différentes activités, par exemple, je suis famille d'accueil et tout ça, c'est grâce au mariage pour tous. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être marié ou pas. Et c'est aussi des droits et des avancées pour les hétérosexuels, parce qu'avant, pour être famille d'accueil, il fallait être un papa, une maman, enfin avoir le bon standard de famille. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes seules, ou des hommes seuls qui peuvent aussi être, comme on dit, assistants familiales, et moi qui suis en couple homosexuel, depuis 2019, j'ai pu avoir mon agrément, etc. Donc en fait, le mariage pour tous n'a pas été jusqu'au bout sur la question de PMA, etc. Mais par contre, a ouvert énormément de choses en termes de droits de la famille. Et quand je dis que ça a fait aussi renverser les droits des homosexuels, il y a cette question récurrente quand on se marie, qui est mon cas, tu portes le nom de qui porte le nom de qui? Et alors c'est marrant de rappeler aux hétéros qu'en fait, ils ont aussi le droit, l'homme a aussi le droit. Mais c'est drôle, cette question, en fait, elle est arrivée parce qu'il y avait des couples homosexuels qui se mariaient, et donc qui prend le nom de qui? En fait, vous n'êtes pas obligé de reproduire les mêmes schémas, ça fait déjà plusieurs années que vous, madame, vous pouvez prendre le nom de votre mari, mais l'inverse est également possible, et vous pouvez même avoir les deux noms. Ouais. Et donc c'est assez drôle de voir que quand on fait avancer le droit des minorités, en fait, on ne parle pas seulement des minorités, on fait avancer le droit de tous. Et c'est là où nous, en tant que socialistes, je pense qu'on peut être fiers de ça, parce qu'on a vocation à faire avancer les droits de façon universelle, en effet, en prenant en compte les diversités, les minorités. Mais en fait, ces minorités, c'est faire ensemble, c'est faire vivre ensemble. Et je trouve que voilà, c'est assez fort. Enfin, tout ça pour dire que, à la fois, je trouve que ça va pas assez vite aussi. On aimerait bien que ça avance plus vite et je trouve que quand même, on a vraiment de la chance, quoi. Et battons-nous pour conserver ces droits, les améliorer. En fait, il y a deux combats, il y a les conserver. Et voilà, je prends l'exemple, par exemple, à Blois, récemment, là, c'était, je crois, il y a 2 semaines, on avait fait un one-shot pour la journée de lutte contre les violences homophobes, où on avait peint nos passages piétons comme plein de villes l'ont fait, et puis on est plutôt engagé sur ces sujets-là, et en fait on s'est dit pourquoi pas le laisser de façon permanente, quoi. Et ça fait plusieurs fois que c'est quand vous sortez de la gare, en fait, je sais pas si vous voyez, il y a le drapeau arc-en-ciel, voilà, ça a encore été dégradé avec des croix celtiques, des messages homophobes, etc. Et on se dit, nous on est une ville de gauche, d'union de la gauche, depuis 2008 avec une parenthèse de droite, mais avec quand même Jack Lang avant, c'est-à-dire que sur ces questions,
On a quand même, sur les questions vraiment de progrès social, etc., on a une population qui nous suit et on voit bien qu'il y a régulièrement, il y a l'émergence comme ça de ces obscurantismes qui reviennent et que c'est une lutte permanente et acharnée. Donc marchons sur nos deux jambes, conservons nos acquis, et allons plus loin et continuons à ouvrir des droits pour tous et toutes. Et continuons à retransmettre Drag Race parce que Oui. Ouais. Voilà. le drag véhicule aussi la lutte contre les stéréotypes de genre et voilà, ce drag est politique. C'est pas simple émission de variété et il y avait du sens parce que parti de gauche comme le nôtre retransmettent cette émission. Et c'est vrai que ça a fait un bien fou, je pense, de manière générale, le fait que ce soit le service public qui décide finalement de prendre cette émission. Enfin, on aurait pu le retrouver dans des chaînes plus divertissement ou quelque part très très loin dans la TNT. Et finalement, sur la deuxième chaîne, France 2, on se retrouve avec... Enfin, un horaire de grande écoute Oui, pour sa deuxième saison. C'est ça. Voilà. Donc les choses avancent tout le temps. Voilà, les choses avancent, mais soyons vigilants. Je sais pas si on a encore un petit peu le temps. Tu peux parler. C'était au niveau temps que moi, c'est ce qui m'intéressait d'autant plus, c'était la question de l'état civil qui te touche aussi par ta mission. Et tu parlais de la reconnaissance de pouvoir le changer. Je sais que récemment la France a encore confirmé qu'elle refusait l'affichage du sexe neutre dans les documents d'identité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion carrément à oublier ce système dans la loi civile d'identification des personnes du genre, parce qu'aujourd'hui, de manière générale, à titre individuel, j'en vois plus l'intérêt particulièrement. Sur notre carte d'identité, dans les documents, il y en est un. Est-ce que ça serait une étape supplémentaire ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire différemment sur ce point-là ? Je pense que la réflexion mérite vraiment d'être menée parce qu'en effet, et justement dans les questions de changement de genre, c'est un problème. La sécurité sociale, on est un ou on est deux. Et quand on passe de l'un à l'autre, on ne peut pas revendiquer de faire une mammographie si on est de sexe masculin, alors que en fait, si on est une personne trans, oui. Donc oui, la binarité de genre, telle qu'elle est reconnue et retranscrite dans nos documents administratifs, je ne suis pas certaine qu'elle ait encore une pertinence. Ouais. Parce qu'il y a une tentative quand même de mixer l'identité de genre, le genre biologique, le genre assigné à la naissance. Oui. Comme tu le disais, sur le numéro de sécurité sociale, encore une fois, on attribue le parallèle entre les soins qu'on va effectuer et la personne comme on est né, biologiquement. Et du coup, il y a un gros décalage. Est-ce que tu parlais de réflexion à mener, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà un peu discuté ou est-ce que la prochaine étape qu'on essaie de se dire aux côtés des partis de gauche, c'est déjà de faciliter le changement sur la carte, sur la sécurité sociale, mais est-ce que ce serait un débat qui est encore déjà en cours ? Les deux ne sont pas incompatibles en fait. Très bien, je pense que c'est des réflexions qu'on doit mener. Alors, le sexe neutre, c'est encore différent parce que du coup, ça veut dire qu'on crée une troisième case. Ce qui n'est pas forcément, je pense, une revendication des personnes trans en fait. Mais, oui, bien sûr. Il y a des pays qui le font. Donc en tout cas, nous on encourage les socialistes à vraiment poser aussi ces sujets et la facilitation du changement de genre n'empêche pas qu'on réfléchisse à la suppression en fait, des mentions masculins et féminins sur les documents administratifs et sur les actes d'état civil. En effet, on est mentionné deux sexes masculins et deux sexes féminins à la naissance. C'est ça. Ok, très bien. Ça, c'est une question importante au niveau aussi de la parole, comme on disait, sur la parole des minorités au sein des partis. Oui. Parce que, et pas forcément, en tout cas, j'ai pas cette impression qu'on donne assez la parole aux personnes concernées pour eux-mêmes dire ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils souhaiteraient. Quand on est concerné par la question, c'est pas la même chose. On est concerné tous à des niveaux différents, sur des thématiques différentes. Ça, c'est aussi le travail aussi que fait HES, oui, du coup, d'essayer de vraiment matérialiser cette pensée qui existe et qui est invisibilisée, notamment dans le siècle. En fait, après, ce qu'on dit sur l'inclusivité, on ne peut pas être seulement inclusif dans les textes, il faut qu'on soit aussi dans ce qu'on est, dans ce qu'on représente, en fait, parce que c'est comme ça aussi qu'on crée des liens et qu'on écoute et que la société telle qu'elle est. Bien sûr. Et en effet, on ne peut pas demain penser les changements de l'état civil et sans que ça soit les personnes trans qui portent en fait, tout à fait. en premier ces sujets. Très
Très bien. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions pour Sophie, d'autres interventions? C'est bon. Moi j'avais juste une question de curiosité parce que je me suis mal informé parce que c'est les vacances, c'est l'été. Enfin, C'est la rentrée, mais pas. non, mais en tant que représentante d'associations de droit, etc., est-ce que vous avez vent aussi d'associations en Italie par rapport à cette histoire d'état civil où on supprime l'une des deux mères? Enfin, j'ai pas vu moi les réactions en Italie. Comment c'est perçu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça se soulève? Oui, ça bouge, mais alors c'est toujours pareil, hein, on est sur... en tout cas, il y a une organisation qui a été relayée en France aussi par un certain nombre d'associations, par Alice Coffin, par l'avantage de l'Europe, des réseaux sociaux, c'est que les informations et les contraintes à l'Europe, mais il y a par contre des avantages avec le militantisme aussi, s'organise au niveau européen et je pense que en effet l'Italie, ça va être un des points de vigilance en fait, parce qu'on voit que Mélanie... en fait, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais en fait on constate qu'on peut faire l'extrême droite peut faire un tas de promesses sur les questions économiques, sociales, elle les tiendra pas forcément, mais par contre sur les questions de droits humains, elle va tenir cette promesse. Et du coup, que ce soit en Italie, en Hongrie, en Pologne, mais donc tous les pays où l'extrême droite ou une droite extrême pourrait être au pouvoir, on sait que les droits fondamentaux et les droits des minorités, et les droits des femmes, parce que c'est souvent lié, hein, quand on s'attaque aux droits des femmes, on s'attaque après aux droits des homos, c'est les bons droits. Donc oui, il y a une mobilisation en Italie, on va soutenir en fait. Oui, ça fait vraiment écho en fait à tous les discours en fait, là qu'on entend. Olivier Faure vient de finir son discours, de dire en fait, voilà, les minorités, peu importe de quelle minorité on est, notre ennemi, c'est l'extrême droite, c'est les conservatismes. Voilà, et c'est important de dire que en fait, les luttes, elles sont vraiment communes, quoi. Oui. On a une question sur le chat de la part de Star Dreams. J'avais donc une question sur la place des personnes transgenres dans le sport, notamment en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Y a-t-il des solutions ou sommes-nous encore en phase de réflexion face à ça? Alors, le problème, c'est que les solutions, elles viennent des fédérations olympiques et des fédérations sportives. Du coup, il faudrait, et on le sait, hein, que la vote dans le sport, c'est un vrai sujet, en fait. L'homophobie est un sujet, et derrière, et tout ce qui est avec, hein, parce qu'il y a la question on l'a vu aussi avec la Coupe du Monde et l'attitude du président de la fédération espagnole vis-à-vis des footballeuses quand elles ont gagné, mais le problème c'est que la solution elle est dans les mains de fédérations internationales et de fédérations sportives qui fonctionnent en autonomie. Il faudrait que le CIO en fait soit contraigné vis-à-vis des fédérations et de l'organisation des compétitions, mais elle ne l'est pas. Enfin, elle n'a pas pris cette optique-là et cette option politique-là, ce qui est malheureux et dangereux pour le coup, pour l'intégration des personnes trans dans le sport et dans le sport qu'elles ont choisi en fonction de leur genre choisi. Eh bien, du coup, c'était la dernière question. On nous fait signe que le temps... C'est ça, que nous avons atteint notre temps limite. Sinon, on va être en retard pour le prochain invité. Et merci en tout cas, Sophie, d'être venue, de participer à ce live, d'avoir nourri la réflexion sur le socialisme au XXIe siècle, les différentes problématiques qu'on a aujourd'hui. Et du coup, Alors pour le XXIe siècle, je vais essayer de m'améliorer. Ça te laisse un petit peu de temps. Ça me laisse un petit peu de temps. Après, on prévoira avant et on te dira pour réfléchir à une question de dessin. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et merci à ceux qui nous regardent. Et on est de retour pour du coup commenter un peu cette intervention et débriefer donc ce qu'on en a retenu, ce que ça évoque, justement sur les futurs combats aussi à mener. Donc je sais pas si l'un de vous deux peut-être a envie de démarrer. Moi je voulais faire le lien avec, parce qu'on est en campus d'été, j'ai assisté hier à une controverse au campus des jeunes socialistes sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. La question avait été posée, la question de la présence des personnes trans sur les épreuves
qu'on a très rapidement abordé. Encore récemment, la Fédération d'échecs a interdit aux personnes trans de participer aux compétitions pour femmes, Oui. qui posait encore une autre question, puisque la justification officielle, c'est qu'en fait, les tournois hommes sont ouverts aux deux genres, et que les tournois exclusivement femmes ont été créés pour permettre de visibiliser la présence du sport dans ce genre. Donc, il y a plein de situations, et c'est vrai que comme on le disait, en termes de politique, on n'a pas le poids sur ces organisations qui n'ont pas de but politique à proprement parler, qui aussi doivent répondre à des questions de marketing, de publicité commerciale. Et je pense que c'est important. Je pense que pour 2024, on est un petit peu court sur la deadline pour mettre en place. C'est dommage, puisque c'est quand même déjà organisé par une mairie et un ensemble politique, on va dire, qui est socialiste. Anne Hidalgo, toute la sphère Seine-Saint-Denis, etc. Je pense que c'est une occasion ratée, mais c'est aussi parce que le combat il commence à peine à être mis sur les réseaux. Je pense que ça serait également la bonne opportunité pour se dire, voilà, là on a fait un manquement, on a oublié quelque chose, on a raté un coup. Il faut vraiment y réfléchir et se rattraper, parce que pour les personnes qui ne sont pas concernées, ça change pas grand-chose. Et il y a beaucoup de gens qui sont impactés et qui du coup ne peuvent pas pratiquer le sport, qui est une partie intégrante de la vie culturelle, sociale, politique. Et je pense que c'est très intéressant qu'on commence un peu à en parler. Encore une fois, comme elle l'a dit, Sophie, la question est très compliquée aussi. Plein d'événements. Ouais, la question est très compliquée, et moi ça me fait penser, pardon, j'ai encore l'esprit en vacances, mais j'ai eu cette conversation en famille, justement sur les athlètes trans. Et la source était citée du cousin qui me dit, j'ai entendu sur RMC, je fais Oh là là, déjà, ça commence très mal. Ça commence pas très bien, mais quand même avec un peu de distance. Et heureusement, on avait à table des gens qui sont dans les métiers du soin, enfin qui sont infirmiers, qui ont quand même quelques notions de biologie. Et en fait, la réflexion, c'est de dire, voilà, là c'est un sujet d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, il faut qu'on se remette aussi dans nos cours de biologie. Voilà, et c'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, sur la question de la parentalité pour les hommes trans, etc., enfin, les femmes trans, pardon. Oui. Voilà, et en fait, il faudrait peut-être, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas dans les programmes scolaires de montrer que tout ça, en fait, c'est possible, et finalement, il n'y a rien d'ignoble là-dedans, en fait, la nature le permet, tout simplement. Et donc, dans ces choix, en fait, d'autodétermination, c'est un vrai sujet, en fait, voilà, on fait en fait, avec les possibilités qui nous sont aussi offertes naturellement, mais ça, je pense qu'en fait, ça vient avec les cours de biologie. Et donc, en fait, je crois que la question, en fait, des personnes trans dans le sport, en fait, c'est un bon prétexte, le sport, pour parler de ça. Mais en fait, je crois que le sujet est plus large. Il faut simplement réexpliquer un petit peu aux gens. Et je pense aussi, quand on éduque nos enfants, que en fait, le corps est ainsi fait qu'on peut faire ceci ou cela. Et ça, on n'en parle pas. Donc, il y a aussi un sujet, en effet, au niveau éducatif. Mais en même temps, la question de l'homosexualité dans la manuel scolaire, elle est arrivée très tardivement. Moi, j'ai à peine 40 ans, je ne me souviens pas qu'on l'évoquait. Moi non plus. Et voilà, j'ai un peu moins de 40 ans. Je pense que c'est important qu'on milite, de donner de la visibilité en fait à toutes ces questions et toutes ces personnes. Mais s'il n'y a pas ce travail derrière au niveau éducation, on avancera beaucoup moins vite. Donc je crois que. Mais on peut se rappeler les pseudo-scandales de ce qui était les ABCD, du genre, qui déjà à ce moment-là, c'était une étape qui était minime. Mais qui déjà avait fait un scandale, la montagne qui avait accouché d'une souris en fait, c'était gigantesque pour ce qui normalement aurait dû être un pas normal dans l'éducation justement des jeunes enfants. Mais c'est vrai qu'en plus là, en parlant de la communauté transgenre, c'est une communauté qui est du coup, on le disait tout à l'heure, mais a des taux de suicide plus élevés, notamment parce qu'elle se retrouve ostracisée dans un environnement qui lui est pas adapté administrativement, pas adapté légalement, qui du coup la met sur le banc de la société un peu partout. Et c'est vrai que 2012-2013, mariage pour tous, mais au final, le combat s'est jamais arrêté parce qu'il y a toujours des étapes supplémentaires, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose sur lequel on a une responsabilité à sensibiliser, à éduquer pour faire comprendre que le combat pour les minorités et là spécifiquement sur la question de la communauté LGBTQI+, mais ne s'arrête jamais en fait, parce que tant qu'il n'y aura pas d'égalité réelle complète, le combat ne s'arrêtera pas. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de toujours rester, y compris au sein de notre parti, parce que c'est vrai que, y compris au sein de notre parti, parfois on peut
on peut se rendre compte qu'il peut y avoir une certaine tendance à se reposer sur ses lauriers. Il y a aussi le décalage, on a dit la participation des minorités. Encore une fois, là, nous trois, on est en train de discuter d'un sujet qui nous concerne pas particulièrement en tant que personne. Et pourtant, on a une volonté ici, dans ce groupe, en tout cas, venir éco-socialiste, de la parité, de demander à des gens qui subissent vraiment, enfin, qui sont concernés d'intervenir. Et parce que ces personnes-là sont invisibilisées, ostracisées, il y a une difficulté à leur dire mais on a une place pour vous, venez échanger. Il y a des craintes, c'est très dur de s'afficher comme une personne trans aujourd'hui. Mais en fait, forcément, ça nous interroge sur nos modèles, les modèles ancestraux, etc. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai découvert que j'étais homosexuel que je me suis intéressé à la question des trans. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il faut en parler, il faut expliquer, etc. Et je voulais juste mettre un petit point de vigilance parce qu'il y a Et ce sera du coup le dernier point. Ouais, non, il y a quelques mois, je reviens sur l'extrême droite qui nous l'a fait à l'envers en permanence sur tous les sujets. Et il y a quelques mois, je suis tombé, alors non pas que je suive Marine Le Pen sur les réseaux sociaux, mais qui avait quand même eu le culot, non mais c'est intéressant quand même d'aller voir, je sais plus comment j'étais tombé là-dessus, mais qui avait eu le culot de dénoncer que ces 10 dernières années, rien n'avait été fait pour le droit des homosexuels. Marine Le Pen. Et en fait, il faut quand même lire les sous-titres et l'explication de texte, mais on peut vite tomber dans le piège. Mais il faut rappeler que sur la question, en tout cas, des droits LGBT, en France et partout, c'est toujours la gauche qui les a fait avancer. Et il faut aussi rappeler ce que l'extrême droite a fait aux homosexuels. La discrimination, ça reste mignon. L'extermination, c'était, voilà, dans le pire des cas. Et il faut le rappeler parce qu'il y a des détournements de nos messages et des gens qui, malheureusement, n'ont pas la culture politique pour discerner le fond des choses. Donc voilà, je voulais juste le dire. Aujourd'hui, même l'extrême droite s'empare de la question des droits des homosexuels. Et il faut aussi lire en creux, pour combattre à leur façon les musulmans, ils se servent du prétexte de la liberté de nos droits pour taper sur des conservatismes religieux qui ne leur plaisent pas. Donc il faut faire vraiment très très attention à ça. Et avec ma casquette relations internationales en tant qu'élu à la ville de Blois, on est allé récemment en Pologne, on a eu une sollicitation pour un jumelage, on a une réflexion autour du sujet. À la fois il y a l'Ukraine qui est aux portes de la ville de Zamość, qui est vraiment pas très loin, donc à la fois on a envie de tendre la main et montrer qu'on est solidaire parce qu'ils ont vu traverser plus d'1 million de réfugiés par leur ville, donc il y a eu un effort énorme. Et en même temps on a eu un appel formidable, mais sur les droits humains de façon générale on n'a pas eu le temps d'aller très loin pour les évoquer. On était dans cette fameuse région, alors pas la ville où on était, pas à Zamość, mais en tout cas tout autour. En 2019 ils avaient tous signé la charte anti-propagande LGBT. Et donc tout à l'heure Sophie le disait, il y a un combat là pour les européennes, et donc c'est vraiment important qu'on porte ce message. Et on a un allié de taille avec Raphaël Glucksmann qui s'occupe aussi des minorités, etc. Mais non, mais voilà, mais sur les droits humains en général, il y a un vrai combat à mener. Et je crois que l'enjeu là en Europe pour préserver les démocraties, ça se joue là-dessus. Donc allons-y. Voilà, c'est une très bonne conclusion et on va s'arrêter là du coup sur ce sujet avant de revenir avec Arthur Delaporte dans quelques instants.